Pommes de terre, blé, lentilles, ces aliments nous semblent banals aujourd'hui. Et pourtant, ils n'ont pas toujours été cultivés sur le territoire européen. Au fil des siècles, nos goûts et nos habitudes alimentaires ont évolué. Mais à quoi sont dues ces évolutions? Quel lien peut-on établir entre le changement d'alimentation et les contacts entre populations? Notre équipe a eu l'occasion de rencontrer Pierre Leclerc, un historien de l'alimentation. Ses connaissances poussées dans le domaine de la gastronomie nous permettent de prendre conscience de l'évolution de nos habitudes alimentaires au fil des siècles. Bonjour Monsieur Leclerc, merci de nous consacrer votre temps en visioconférence. Alors expliquez-nous, notre consommation a-t-elle beaucoup changé depuis le début de notre civilisation ? C'est clair qu'on ne mange pas de la même manière au 1er siècle avant notre ère, au 5e siècle, 10e, 14e, 15e. Enfin, ça évolue. Tout cela évolue beaucoup au cours du temps. Évidemment, nous, les données que nous avons, ce sont des données qui viennent de recueils de recettes. Et les recueils de recettes, jusqu'à une période très récente, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, ce sont des recueils de recettes de la haute cuisine. On n'a pas vraiment de témoignages de la cuisine populaire, en tout cas très très peu, pas sous forme de recueil de recettes, ça c'est clair. Et à partir des 19e, 20e siècle, là, on a des recueils de recettes de cuisine populaire. Mais alors, dans cette cuisine de l'aristocratie, cette haute cuisine, bien sûr, les goûts ont énormément évolué. Et alors, bon, voilà, l'historien, lui, il cherche les différents facteurs qui ont fait évoluer les goûts. Ces facteurs sont très, très, très nombreux. Ce n'est quasiment jamais explicité dans les sources historiques. On ne dit jamais, on utilise tel ingrédient parce que ceci, cela. Ça, c'est le travail de l'historien, d'essayer de voir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nouvel ingrédient, il y a une nouvelle manière de faire, il y a une nouvelle manière d'associer deux ingrédients. D'où est-ce que ça peut venir? Parfois, on est sans réponse. Parfois, on trouve des indices. Donc, ce sont toujours ça des analyses assez difficiles. Mais maintenant, nous, ici, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au voyage des ingrédients et aux échanges culturels. Donc ça, c'est peut-être les plus faciles à analyser parce que ça vient de l'extérieur et ce n'est pas des changements de l'intérieur qui eux, sont beaucoup plus compliqués. Donc, c'est vrai que si on s'interroge au goût qu'on peut avoir, le facteur géographique est fondamental. Au départ, on aime bien ce qui pousse et ce qu'on élève sur place. Ça, c'est la chose, on va dire, la plus évidente. Mais il est clair que depuis extrêmement longtemps, les ingrédients voyagent. Et depuis vraiment très longtemps, parce que si on se pose la question de ce qu'on mange en Europe, de tout ce qui a été cultivé, élevé, enfin de tout ce qui a été domestiqué. Quasiment tout vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui est européen? Qu'est-ce qui est d'origine européenne? Il y a le chou qui est d'origine européenne, il y a les asperges, le céleri, quelques autres plantes méditerranéennes, mais là, ça se mélange un peu entre le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud. Et génétiquement, d'ailleurs, parlant, toutes ces plantes-là, il est souvent assez difficile de savoir exactement d'où elles viennent. Sinon, la plupart des choses qu'on mange viennent du Proche-Orient, viennent d'Asie et viennent d'Amérique. Du Proche-Orient sont arrivées en Europe à partir du 7e millénaire avant notre ère, sont arrivées toutes les céréales, le blé, l'orge, toutes les variétés du blé, du froment, que ce soit le blé dur, blé tendre, etc., qui existaient déjà au 7e millénaire avant notre ère. Les légumineuses, que ce soit les lentilles, les pois chiches, les fèves des marais,
ainsi que les animaux élevés. Donc le porc, paradoxalement, a été domestiqué au Proche-Orient. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui étonne un petit peu. Le bœuf, le mouton, la chèvre, ça nous vient du Proche-Orient. Pourquoi tout cela vient-il du Proche-Orient? Ben, la réponse est très simple, parce que notre néolithique est le néolithique du Proche-Orient. Il n'y a pas de néolithique européen. C'est un néolithique importé. Et comment s'est-il importé? Le phénomène qu'il y a eu, c'est un phénomène qu'on appelle, enfin que les archéologues appellent de proche en proche. C'est-à-dire que lorsqu'un village d'agriculteurs s'installe, on est là chez les premiers agriculteurs, donc les villages s'installent forcément dans des régions où vivent des chasseurs-cueilleurs. Donc un village d'agriculteurs s'installe. Comme la première agriculture connue, qui était celle de l'abbati Brully, était très, très, très performante et permettait de bien nourrir la population, la démographie du village explose très, 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 très rapidement. Et on arrive vite à un village trop nombreux par rapport aux ressources qu'il y a autour du village, de terres agricoles qu'il y a autour du village. Donc, au bout d'une génération ou deux, il faut que le village se scinde et il y a à peu près une moitié du village, on va dire, qui va partir à quelques kilomètres de là, installer un nouveau village. Et ça, c'est un phénomène qu'on pourrait appeler un phénomène de colonisation de terre. Et ce phénomène a débuté au Proche-Orient. Il y a environ, pour ce qui est parti vers l'Europe, il y a 9000 ans environ. Ça a commencé avec les îles de Méditerranée, la Grèce, le Proche-Orient, et puis c'est parti vers le Danube et vers l'Europe de l'Ouest, ainsi que le long de la côte méditerranéenne. Et là, ce sont les agriculteurs originaires du Proche-Orient qui ont avancé comme ça, ben, on va dire qu'ils vont avancer de quelques kilomètres par génération. On est au 4e millénaire avant notre ère. À ce moment-là, toute l'Europe était occupée par les agriculteurs originaires du Proche-Orient, avec la population des chasseurs-cueilleurs locaux, on va dire, qui s'est très probablement mêlée. Et là, les archéologues n'ont pas vraiment de données, ils ne savent pas très bien comment ça s'est passé, mais les deux populations se sont mêlées, des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs arrivés du Proche-Orient. Et donc, ça a donné ce que l'Europe est devenue par après, c'est-à-dire un continent d'agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on s'est mis, nous, à manger non plus les animaux qu'on chasse, les plantes qu'on cueille, mais les produits qui ont été domestiqués au Proche-Orient, donc tout ce qu'on a dit, les céréales, avec le pain qui va prendre de plus en plus d'importance dans notre alimentation, les légumineuses, les animaux, mais les animaux qui, eux, dans le système agricole, sont beaucoup plus importants pour le fumier qu'ils donnent pour faire pousser les plantes, pour le lait, pour la laine, etc. On ne le mange pas beaucoup. On élève moins les animaux pour les manger, à part le porc, qui lui est vraiment un animal fait pour être mangé, on va dire, que les autres animaux. Le bœuf, c'est pour sa force de traction, les brebis pour le lait, pour les moutons pour la laine, les chèvres pour le lait également. Donc là, dans les populations agricoles, on va manger moins de viande que dans les populations de chasseurs-cueilleurs, même parfois beaucoup moins de viande. Et d'ailleurs, il va y avoir un clivage social très net dès le néolithique, avec déjà des classes sociales plus élevées qui mangent plus de viande, parce qu'elles ont accès à cette viande-là qui est rare, donc chère, et les classes sociales moins élevées qui, elles, vont manger beaucoup, beaucoup moins de viande. Et ce clivage-là, né au néolithique, va se poursuivre jusqu'au 19e siècle. Donc, ici, on s'intéressait au départ au goût. La question sociale, déjà, est assez importante dans ces goûts. Il est évident que dans une société de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou des temps modernes,
Si on propose un petit morceau de lard ou de gras de viande à un paysan, il va se jeter dessus. C'est clair et net parce que c'est rare, parce qu'ils n'y ont pas beaucoup accès, parce que ce qu'ils mangent essentiellement, ce sont des céréales et des légumineuses. Et que fatalement, une fois qu'il y a des protéines animales qui arrivent, bah, ce sont des plats de fête, ce sont des plats vraiment sur lesquels on va carrément se jeter. Euh, Évidemment, ça, ce sont les produits de base. Et dans tout ce qui voyage et qui va améliorer, on va dire, le quotidien, qui va permettre de réaliser une cuisine plus raffinée, ce sont les aromates. Et parmi les aromates, ben, il y a les aromates autochtones, puis il y a les aromates qui viennent de loin, ce qu'on appelle communément les épices exotiques qui arrivent d'Inde au départ. Qu'est-ce qui arrive d'Inde? Ben, c'est le poivre, c'est le gingembre, c'est la cardamome. De Ceylan, Madagascar, c'est la cannelle. Et ça arrive en Europe dès les premiers siècles avant notre ère. Donc, il y a un commerce, et là aussi, pour ce qui est des questions de goût, de mode, de tous les produits qui peuvent se répandre, ce sont avant tout ce sont aussi, pas avant tout, mais aussi les circuits commerciaux qui sont extrêmement importants. Quand on pense qu'il y a au 1er siècle avant notre ère tout un commerce qui existe entre l'Himalaya et l'Europe, que des produits comme ça, c'est des choses qu'on utilisait à l'époque, on n'utilise plus aujourd'hui, mais comme le costus ou comme le nard indien qui poussait sur ces contreforts de l'Himalaya, qui arrivaient sur les marchés romains des premiers siècles, on se dit que là, il y a vraiment un commerce très important. Et ce qui nous étonne beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, c'est que dès le 1er siècle avant notre ère, dès au moins 50 avant Jésus-Christ, parce que ça, ce sont les plus anciens témoignages, on sait que les marchands de Rome connaissaient la route des Indes. Donc, eux, de Rome, ils se rendaient à Alexandrie. D'Alexandrie, ils descendaient le Nil. Ensuite, du Nil, ils se rendaient sur les côtes de la mer Rouge. Et de la mer Rouge, ils prenaient le bateau direction les côtes occidentales de l'Inde. Et ils revenaient avec les épices. Et ça, c'est une route que les Européens ont perdue par après. Donc, il y a beaucoup aussi de routes commerciales qu'on a connues, puis qu'on a perdues, puis qu'on a retrouvées avec Vasco de Gama en 1492. 6, pardon, 92, ça c'est l'autre, c'est notre ami Christophe Colomb. 1496, Vasco de Gama retrouve la route des Indes, mais qui était connue de marchands romains plus de 1000 ans auparavant. Et justement, ces routes commerciales permettent de comprendre aussi, et là, il y a le côté social qui est très important aussi, permet de comprendre aussi des évolutions de goût, de voir qu'est-ce qui arrive comme ingrédient. Il y a des ingrédients qui ne peuvent pas arriver parce que tout simplement, on n'y a pas accès géographiquement. La tomate, la pomme de terre en Europe au Moyen-Âge, c'est impossible. Il faut découvrir l'Amérique. Et puis, grâce au développement de ces routes commerciales, à partir du moment où Vasco de Gama trouve la route des Indes, les épices vont arriver en Europe de plus en plus nombreuses, les prix vont chuter, ce qui fait que toute l'attractivité que les épices avaient auprès des classes sociales nobles au Moyen-Âge va s'effondrer au XVIIe, XVIIIe siècle, chez un épicier d'un village. Quelque part en France ou en Belgique, on vend du gingembre et des gens du peuple peuvent s'en acheter, peut-être pas des tonnes, mais ils ont les moyens de s'en acheter. Donc pour un noble, pour qui les épices étaient un signe de richesse, voilà, était un produit qui affirmait bien son statut social à la fin du Moyen-Âge, les épices ne pouvaient plus du tout assumer ce rôle-là au XVIIe et XVIIIe siècle, d'où une chute complète et une quasi-disparition des épices orientales dans les recueils de recettes aristocratiques des XVIIe, XVIIIe siècle, qui se tournent vers des aromates autochtones, beaucoup plus doux, qui ont des goûts beaucoup moins puissants,
Et on commence à avoir comme discours que ce qui importe dans un plat, c'est le goût de l'ingrédient principal. Il faut bien conserver ce goût de l'ingrédient principal et ne pas le corrompre avec des tas d'épices. Et donc, pour un noble du 17e, le goût épicé, le goût puissant des épices est devenu un goût du passé, est devenu quelque chose de complètement vieux, ringard, qui n'est plus du tout dans les goûts actuels. Donc on voit là que se mêlent les effets des routes commerciales, du commerce qui s'améliore, des moyens de transport qui s'améliorent et des prix, évidemment, qui vont jouer sur les goûts en fonction des différentes couches sociales. Et au sein du peuple, où on a enfin accès aux épices, là, on va se jeter dessus, ce qui fait qu'il va y avoir une cuisine, enfin, ce qu'on sait de la cuisine populaire des 17e, 18e siècle, qui continue à être très différente de celle des élites, étant donné que au sein de la population, on va manger épicé parce qu'on y a enfin accès. Et dans les couches supérieures, on ne mange plus épicé parce que les paysans en mangent et que ce n'est plus un signe de distinction sociale. Et ça joue aussi. Euh, le, et les transports ont évidemment un rôle très important, notamment au 19e, 20e siècle. L'amélioration des moyens de transport permet à chaque région, en Europe par exemple, permet à chaque région de se spécialiser dans ce qu'elle fait le mieux. Parce que quand les moyens de transport étaient moins performants, dans chaque région, il fallait produire un peu de tout pour nourrir la population avec un peu de tout. Ce qui fait que dans les Alpes, par exemple, on cultivait du blé. Parce qu'il fallait bien avoir du blé, mais c'était évidemment, il y avait de gros problèmes de rentabilité, parce que faire pousser du blé dans les Alpes, ce n'est pas évident du tout, et ça pose des problèmes de rentabilité. Ce qui fait que quand la pomme de terre est arrivée, ben, on s'aperçoit déjà que la pomme de terre va s'implanter beaucoup plus facilement dans les Alpes, beaucoup plus rapidement dans les Alpes que dans les autres régions, parce que la pomme de terre apporte tous les nutriments nécessaires qu'on a dans le blé, mais qu'elle pousse beaucoup mieux dans les Alpes. Donc il y a une question de rentabilité qui est très importante. Et ensuite, lorsqu'au 19e, 20e siècle, tous ces moyens de transport vont permettre aux ingrédients de voyager, ben, on va se dire, dans des régions comme dans les Alpes ou ailleurs, on va se dire, ben oui, mais ce n'est plus nécessaire de cultiver ce qui ne pousse pas très bien chez nous, étant donné qu'on peut l'acheter à très bas prix, qui vient d'une région où ce produit-là se cultive très très bien. Donc dans les Alpes, là, ils se sont dit définitivement, nous, le blé, c'est terminé, parce que le blé de la Brie, par exemple, région non loin de Paris, en France, où le blé abonde absolument, ben, cette région-là va nous fournir notre blé, parce que eux, ils en font beaucoup plus que ce dont ils en ont besoin. Et nous, alors, on va faire notre spécialité. C'est comme ça que, ben voilà, dans les Alpes, on va faire du fromage, parce que les chèvres, on les élève très très bien dans les alpages, et ça fonctionne très très bien. Et notre fromage, ben, on va le vendre ailleurs. Et comme le train peut amener ce fromage-là pour assez peu de frais vers toutes les autres régions de France, ben, ces échanges commerciaux se créent et sont extrêmement efficaces et vont faire rentrer, ce coup-ci, des produits auxquels on n'a pas l'habitude partout. Par exemple, le fromage de chèvre des Alpes, c'est pas sûr qu'on on en avait beaucoup l'habitude à Bruxelles. Mais là, il va commencer à arriver. Donc ça aussi, ça va faire évoluer les goûts, ça va apporter de nouvelles modes culinaires. Des restaurateurs vont utiliser ces nouveaux produits. Et ça fait évoluer tout doucement les choses. Et nous, ce qui nous intéresse ici aussi, ce sont les mouvements migratoires
qui eux aussi vont avoir un certain impact. Et ce sont toujours des analyses assez compliquées. Pourquoi? Parce que pour que pour qu'un produit alimentaire ou une recette qui vient d'ailleurs ait du succès dans un pays, soit il faut qu'elle corresponde déjà plus ou moins à ce qui plaît dans le pays. Il faut quand même, parce que quelque chose de trop, on va dire, quand le choc culturel est un peu trop fort, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, soit on passe à côté de certaines recettes appréciées par des populations immigrées, soit on adapte. Souvent, c'est ce qui arrive. On adapte beaucoup. Les historiens disent toujours ça au niveau de l'alimentation, on adopte et puis on adapte. C'est vrai, au XVIIIe siècle, il y a une mode de l'exotisme, il y a une mode de l'orientalisme. Au XVIIIe siècle, les intellectuels s'intéressent de plus en plus aux différentes régions qui composent l'Empire ottoman, s'intéressent un peu plus au côté culturel, au côté linguistique aussi, on s'intéresse aux langues orientales, et on voit que cette mode-là transpire un peu dans la gastronomie, mais vraiment un peu. C'est uniquement au niveau des noms. On va donner des noms aux recettes qui évoquent l'Orient. Mais ce qu'il y a à l'intérieur des recettes n'évoque pas du tout l'Orient. Et là, on parle des goûts et des développements de goûts. Il y a de grandes différences de perception des cultures étrangères et des cuisines étrangères selon les pays. Les Anglais ont très vite adopté une cuisine indienne parce qu'ils sont assez perméables à ce qui est mangé au sein de leur colonie. Mais par contre, en France, il y a une sorte de complexe de supériorité gastronomique qui s'est fortement développé au cours des 17e, 18e et encore plus au cours du 19e siècle, parce que les Français ont carrément basé tout un pan de leur culture sur la gastronomie, ce que les Anglais n'ont jamais fait. Et donc, en France, on a développé une gastronomie extrêmement sophistiquée, très raffinés, très sophistiqués. Ils ont atteint un niveau de sophistication extrêmement élevé qu'on ne retrouve dans aucune autre cuisine au monde, ce qui fait que pour un Français, un tant soit peu gastronome du 19e siècle, il n'existe de bonne cuisine qu'en France. Donc ils sont un peu, on va dire, renfermés sur leur culture gastronomique parce qu'ils ont aussi développé, on parlait des régions agricoles qui se sont spécialisées chacune dans un produit. En France, c'est un phénomène qui a été très très fort. Dès le 19e siècle, les régions sont réputées, toutes les régions réputées pour leur fromage, les régions réputées pour leur vin, réputées pour leur pâtisserie, etc. C'est un phénomène très très puissant, ce qui fait qu'ils regardent tout le reste du monde un peu d'un air un peu hautain en disant mais oui, chez les autres on ne fait pas aussi bien que chez nous. Ce qu'il y a au niveau vraiment qualitatif, il y a une part de vérité parce qu'ils étaient tellement obsédés par la gastronomie qu'ils y mettaient les moyens. Ça, il faut bien l'admettre. Ils y mettaient les moyens, mais seulement ça leur mettait une barrière. Ça leur mettait une barrière et ça rendait compliqué pour un Français de s'intéresser à une culture alimentaire étrangère parce qu'il y a un a priori qui est là, une barrière qui est là. Et on s'aperçoit avec le couscous qu'il a mis beaucoup de temps à s'imposer en France, alors que le couscous était le plat le plus apprécié des populations algériennes et que l'Algérie a été rattachée à la France dès 1848, la période on va dire d'annexion de l'Algérie, d'annexion parfaitement administrative. Donc c'était des départements, les départements algériens étaient des départements français. Donc c'était à peine considéré comme une colonie. Donc on pourrait se dire, tiens, il pourrait y avoir là un lien plus intime entre la population française et ce qui est mangé par les populations autochtones algériennes. Et on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que non, finalement, qui a adopté les plats
typiques algériens, dont le couscous, ben, ce sont les Français installés en Algérie. Eux, ils l'ont adopté. Ben, finalement, pourquoi? Ben, parce qu'ils étaient complètement plongés dans cette culture et parce que lorsque une ménagère française d'Alger allait faire son marché, ben, elle était au contact évidemment de tous les produits méditerranéens, de tout ce qui compose un couscous, que une voisine soit arabe, soit berbère, soit juive, qui préparait son couscous, ben, elle le voyait, elle le goûtait, elle le trouvait sûrement à son goût, et puis elle le refaisait chez elle. Donc, la barrière culturelle qu'il y a en France métropole s'effondre à partir du moment où des Français de métropole arrivent en Algérie. Mais tant qu'ils restent en métropole, ça ne s'effondre pas. Et puis, pour le cas du couscous, il y a la barrière technique, parce que rouler des graines de couscous sous la paume de la main, il y a un niveau de technique très élaboré. Si on ne sait pas comment on fait, il n'y a rien à faire, on ne saura pas le faire. Il y a une barrière technique, et cette barrière technique, elle va tout doucement tomber en France métropolitaine, à Paris, avec les premières migrations algériennes, mais cette fois-ci d'Algériens arabes, berbères ou juifs, qui remontent vers la métropole, qui s'installent à Paris et qui vont notamment ouvrir des petites épiceries. Là, on est au début du XXe siècle, surtout dans l'entre-deux-guerres. C'est vraiment dans l'entre-deux-guerres qu'on sent le changement. Ils ouvrent des épiceries à Paris, et dans ces épiceries de Paris, ils vont vendre des paquets de graines de couscous préfabriquées, parce que il y a déjà des méthodes d'industrialisation de la graine de couscous dans la deuxième moitié du 19e siècle à Alger qui se développent. Et on voit bien que vers 1900, les Algérois ont beaucoup de difficultés à vendre ces paquets de graines de couscous vers la France. Ils doivent mettre des notices qui expliquent comment la cuire, etc. Donc, on voit qu'ils ont des difficultés. Mais à partir du moment où il y a ce coup-ci des Algériens qui s'installent à Paris, qui installent des épiceries à Paris, et qui vendent, alors cette fois-ci, directement le paquet de couscous. Mais là, on imagine bien, bon, on n'a pas de témoignage, mais on imagine facilement la marchande ou le marchand qui dit, ben voilà, regardez ce paquet-là, vous le cuisez d'une telle manière, vous le mettez dans une passoire que vous mettez au-dessus de la marmite de bouillon, il faut faire cuire à la vapeur, vous verrez, c'est délicieux, etc. Et donc ça, tout doucement, dans l'entre-deux-guerres, puis dans les années 30, ça va commencer à faire passer le couscous dans les habitudes de certains Français. Et on a, à partir de 1936, des recettes de couscous dans la presse parisienne, où on voit qu'elles sont faites pour les ménagères et pour qu'elles soient refaites à Paris, où on conseille d'aller acheter le paquet de couscous chez l'épicier, où on conseille d'utiliser telle passoire. C'est là où on voit qu'il y a toujours beaucoup de facteurs qui s'entremêlent. Pour le couscous, il y avait un autre frein, c'est que le couscous est un plat unique, et que le plat unique dans la haute gastronomie française n'a pas sa place. À partir du début du XXe siècle, que les plats uniques vont entrer dans la cuisine française par le phénomène des cuisines régionales. La mode des cuisines régionales est quelque chose qui est très récent finalement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a un peu oublié. C'est quelque chose de très récent, ça date de fin 19e, début 20e siècle. Mais les plats régionaux en France qui vont s'imposer le plus rapidement et de la manière la plus forte au sein de la grande cuisine française, c'est quoi? C'est la choucroute, c'est le cassoulet, c'est le hochepot flamand. Ce sont des plats uniques. Et donc, c'est le phénomène des cuisines régionales qui va un peu préparer le terrain au couscous. Quand le couscous va arriver de manière un peu plus forte dans l'entre-deux-guerres, les Français sont déjà préparés. Ils mangent déjà de la choucroute, ils mangent déjà du cassoulet, ils mangent déjà du hochepot flamand. Donc, ils sont préparés au plat unique auquel ils n'avaient pas du tout l'habitude auparavant. Dans l'industrie de la conserve, dès le tout début du XXe siècle, on a mis le cassoulet en boîte. Et en 1962,
on va mettre le couscous en boîte. Et c'est la société Garbit qui existe encore et qui fait encore ce fameux couscous en boîte. Enfin, pour ceux qui apprécient. Mais le couscous en boîte en 1962 et ça va avoir un succès énorme. Ce qui fait qu'à la fin du XXe siècle, le couscous va compter parmi les plats préférés des Français. Il y a des tas de sondages qui ont été faits où le couscous est toujours au moins dans les 5 premiers plats préférés. Parfois, il est même cité en premier, parfois deuxième, parfois quatrième. Enfin, ça dépend, mais on voit qu'il y a une constance. Il est tout le temps là. Et c'est pas que le fait qu'il soit en boîte, parce que la boîte de conserve, elle a complètement détruit les barrières techniques. Car non seulement les graines de couscous sont déjà roulées, mais en plus, elles sont déjà cuites. Donc ça, c'est encore plus facile, même plus besoin de mettre tout ça dans une couscoussière. Mais en plus, le bouillon avec les viandes est déjà préparé. Donc au niveau technique, ça abolit complètement tout cela. Et puis, il y a eu aussi tout le phénomène dans les années 60 et surtout années 70, tout le phénomène de la modernisation de la société française et européenne en général, enfin surtout Europe de l'Ouest, où les femmes travaillent de plus en plus, où évidemment le rôle traditionnel qu'elles avaient, qui était de s'occuper de tout le ménage, ce qui était, faut le dire, un boulot à plein temps, elles ne pouvaient plus évidemment faire un boulot à plein temps dehors et un boulot à plein temps à l'intérieur. Ça devenait extrêmement compliqué, d'où une recherche constante de la facilité. Or, ce qu'il y a, c'est que dans la société des années 60-70, les femmes se sont mises à travailler, mais les hommes ne sont pas nécessairement mis beaucoup plus à s'occuper du ménage. Donc, il y a eu une difficulté au niveau de la gestion du temps. Et en plus, on entre dans une société où les loisirs ont de plus en plus d'importance. Donc, on se trouve dans une situation où il y a de moins en moins de temps pour travailler à l'intérieur, pour travailler au ménage, de plus en plus de temps consacré au travail et de plus en plus de temps consacré aux loisirs. D'où une nécessité absolue de trouver des solutions pour réduire au maximum le temps consacré au ménage et notamment en cuisine. Et là, on nous dit, mais oui, vous accueillez des invités, des amis. Ce qui est important, là on est vers 72, 73, ce qui est important, c'est de s'amuser avec les amis, c'est de passer du temps avec eux, c'est de boire un verre, puis c'est de manger, et c'est pas de rester 3 jours dans la cuisine à tout préparer. Le plat unique, dont le couscous, sont absolument parfaits pour ça, parce qu'on peut le faire la veille au soir, on le prépare, ça va assez vite, c'est un plat unique, ça va assez vite, ça demande moins de vaisselle que si on commence à préparer un hors-d'œuvre, enfin 3 hors-d'œuvre, une entrée, un entremets, un relevé de potage, un rôti, etc. Donc là, vous faites un plat unique et c'est bon, ça fait moins de vaisselle, à table aussi, évidemment. Vous vous consacrez à vos amis, c'est beaucoup plus sympa. Et en plus, le couscous, il y a une note exotique. Et dans les années 60-70, la mode de l'exotisme se développe de plus en plus parce que dans ces années-là, le tourisme de long cours se démocratise énormément. Donc, on a beaucoup plus l'occasion d'aller loin. On peut même aller en Algérie, on peut aller encore plus loin, on peut aller en Chine, etc. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose, et ça, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont les étrangers qui arrivent au pays. Les vagues migratoires d'après la Deuxième Guerre mondiale, elles sont surtout dues à la situation géopolitique de l'époque qui était assez instable, on va dire, notamment en Chine, avec la prise du pouvoir de Mao qui a provoqué des vagues migratoires chinoises. Et ce n'est pas non plus un hasard si les premiers restaurants exotiques qui ont ouvert chez nous, ce sont les restaurants chinois et qui ont ouvert les Européens à de nouvelles saveurs. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est là où il faudra être attentif.
On a dit tout à l'heure que les épices, elles ont quasiment complètement disparu de la cuisine française au XVIIe, XVIIIe siècle pour les tas de raisons qu'on a dites. Et voilà que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a des vagues migratoires qui arrivent d'Asie, d'Extrême-Orient, du Proche-Orient, Chine, puis ça va être le Vietnam, avec la guerre du Vietnam, bien entendu. L'Inde, avec toutes les tensions qu'il y a eu en Inde, le Proche-Orient également, qui arrivent avec une propension des migrants d'ouvrir des restaurants. Et donc, ils arrivent avec une cuisine très épicée. Mais nous, ici, on n'avait absolument plus l'habitude. Ça faisait plusieurs siècles qu'on avait complètement oublié toutes ces épices. On n'avait même plus conscience, d'ailleurs, qu'on avait mangé une cuisine très épicée au Moyen-Âge. Quelque chose qui est complètement sorti des esprits. Et voilà qu'on se retrouve dans les années 50 un petit peu, puis surtout 60-70, avec des goûts aigres-doux. Parce qu'une autre particularité de la cuisine française, c'est d'avoir, au XVIIe siècle, au même moment, d'avoir fait la partition entre le sucré et le salé. Non seulement on rejette les épices, mais en plus on fait partition entre sucré et salé, sucré pour le dessert, salé pour les premiers et deuxièmes services. Et voilà qu'on arrive avec une cuisine chinoise, vietnamienne, complètement aigre-douce, sucré-salé, avec plein d'épices. Mettre de la cannelle dans un ragoût de viande, c'est quelque chose qui ne se faisait plus depuis 5 ou 6 siècles. Et là, voilà, c'est quelque chose qui est de nouveau admis grâce beaucoup à ces restaurants-là. Et on parlait tout à l'heure des épiceries algériennes qui ouvraient à Paris dans l'entre-deux-guerres. Ben, là aussi, il y a des magasins, de plus en plus de magasins chinois, proche-orientaux qui ouvrent et qui proposent alors ces produits-là, qui arrivent beaucoup plus facilement. On revient encore une fois à ça, grâce à l'amélioration du commerce et à l'amélioration des moyens de transport qui rendent des produits qui avant étaient quasiment inaccessibles, qui les rendent beaucoup plus facilement accessibles. Donc on a ce mélange de commerce qui s'améliore, de moyens de transport qui s'améliorent, de tourisme de plus en plus accessible et même de tourisme de long cours, d'immigrés qui installent des restaurants et qui proposent des goûts qu'on ne connaît pas, même si c'est toujours adapté. Ça, même dans un restaurant chinois ouvert par un cuisinier chinois, il va quand même adapter les choses, mais même en adaptant, ce sont des goûts qui n'ont quand même rien à voir avec ce qu'on connaît dans la cuisine classique française. Et puis, il y a aussi, au niveau de la plus haute cuisine, de plus en plus de chefs cuisiniers français dans les années 70 qui vont partir, qui vont aller au Japon, qui vont aller en Chine, qui vont partir et qui vont faire un espèce de tour du monde avant de revenir à Paris ou à Lyon ou n'importe où ailleurs en France, et qui vont aller explorer ce qui se fait un peu partout. Et ça, c'est une démarche qui n'existait pas avant. Donc on voit que cette ouverture aux différents goûts atteint également la haute cuisine, et c'est ce qui va donner d'ailleurs naissance à ce qu'on a appelé dès la fin des années 1970 la cuisine fusion. Donc cette cuisine qui va aller s'inspirer d'un peu tous les goûts d'un peu tous les continents. Mais alors là, cette fois-ci, on est dans une cuisine plus haute, plus raffinée, qui est travaillée par des chefs étoilés. Et cette cuisine fusion, au cours des années 80, va se démocratiser et on va la retrouver dans des recueils de recettes beaucoup plus abordables et dans des magazines féminins, parce que là, il ne faut pas sous-estimer l'influence des magazines féminins dans l'évolution des goûts, surtout dans la deuxième moitié, enfin déjà dans l'entre-deux-guerres, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est quelque chose de très important, et c'est une de mes sources principales d'ailleurs quand j'essaie de voir l'évolution des goûts au cours de ces années-là. Et donc voilà, dans les identités culturelles, ce qui est important, c'est la
perception qu'une population a de sa culture. Et la perception qu'elle a de sa culture, c'est celle qu'on connaît au cours de sa vie. On n'a pas de notion historique. Et parfois, c'est tellement ancien, parce que on dit, oui, voilà, les lentilles sont arrivées chez nous il y a 3-4 000 ans. On dit, oh, il y a 3-4 000 ans, c'est complètement, comme on a dit, on adopte puis on adapte, mais là, c'est complètement adopté. C'est tellement adopté qu'on n'a plus aucune notion de d'où ça peut venir au départ. Même la pomme de terre, qui est beaucoup plus récente, ça fait 400 ans qu'elle est là, et ça fait même moins, ça fait même 200 ans qu'elle est vraiment entrée de plein pied dans notre alimentation quotidienne. Et là aussi, 200 ans sur toute l'histoire, ça fait pas beaucoup, mais c'est suffisant pour qu'on ait complètement oublié que ça vient d'ailleurs. Et même encore maintenant, il y a encore beaucoup qui ignorent que la pomme de terre est américaine. On se dit, oui, ça c'est autochtone, quoi. Ça, c'est de chez nous, puis ça pousse tellement bien. Et puis l'agronomie, évidemment, qui a un rôle assez important, parce que l'agronomie permet d'adapter des plantes qui ne poussent pas nécessairement dans nos latitudes, et de les adapter à nos latitudes. Et donc, là, c'est vrai que la perception qu'on a des choses, c'est la perception de maintenant. Et on a souvent l'impression que ce qui existe maintenant a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé. C'est parfois très récent.